Bienvenue, merci d'être présent avec moi pour ce cours. Alors, je vais vous dire que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de cours. Moi, je vais vous parler un petit peu de moi pour que vous puissiez comprendre ce que je fais là et ce qu'on va faire ensemble. Moi, j'ai fait une thèse sur un jeu qui s'appelle Amour sucré. C'était pas forcément volontaire au départ, peut-être qu'on en reparlera aussi, on va voir. Donc, moi, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication depuis 2019 maintenant. J'ai un parcours qui a été assez fluide au niveau universitaire. J'ai fait des études de culture, industrie culturelle et médias précisément. Ensuite, j'ai fait un master, pareil, culture, industrie culturelle. Ça fait un bout de temps, hein, je ne me souviens plus très bien des intitulés. Et comme mon master se passait bien, que j'avais des notes correctes, on m'a dit, bah, écoute, si tu as envie de faire une thèse, tu as les capacités de faire une thèse. Je suis partie là-dedans. Et mon master, je l'avais fait à l'époque sur les communautés en ligne d'un jeu que vous connaissez sans doute, qui a été très populaire, qui s'appelait World of Warcraft. Et quand j'ai commencé ma thèse, je m'étais dit, j'ai envie de travailler à nouveau sur les communautés en ligne, peut-être plutôt sur les communautés féminines. Mais le sujet avait été déjà pris par quelqu'un d'autre, une collègue à moi, Jessica Soerboni, qui est super, qui a fait une thèse merveilleuse là-dessus. Et je tâtonnais, je ne savais pas trop quoi faire, je ne savais pas trop comment trouver un sujet original sur les jeux vidéo qui sortent un petit peu. À ce moment-là, on était en 2012. Il y avait eu beaucoup de recherches sur les jeux vidéo en France, sur tout ce qui est Game Studies, il y avait vraiment beaucoup de choses, et même si vous ne l'avez pas forcément vu passer, je suis d'accord, ça reste quelque chose de niche. Et c'était difficile de continuer à travailler sur ce jeu très populaire qui était World of Warcraft. Et un jour, lors d'un rendez-vous avec mon directeur de thèse et ma directrice, lui, Vincent Berry, qui avait fait des enquêtes sur les pratiques de jeu très variées, pour le coup, des grosses enquêtes INSEE, grosses statistiques, m'a dit, écoute, il y a ce petit jeu qui revient régulièrement chez les jeunes filles qui s'appelle Amour sucré. Peut-être que tu devrais aller regarder ce qui se passe de ce côté-là. Et en fait, je me suis connectée, j'étais super motivée à ce moment-là, je me disais, ouais, super, un objet que je connais pas, un truc marrant. Je lui dis, mais Amour sucré, qu'est-ce que c'est? Il me fait, c'est un jeu de drague. Il y a des garçons, on est au lycée, et il faut draguer les garçons. Dans ma tête, très sincèrement, à l'époque, je n'étais pas prête. Ça m'avait l'air très bizarre, ça m'avait l'air très louche, et ça m'avait rappelé des vieux souvenirs de mangas, de choses japonaises. Je me disais, mais ça me dit quelque chose. Il me semble que j'avais des amis geeks qui jouaient à ça il y a longtemps sur des trucs qu'ils avaient piratés, avec des ROM, des machins, etc. Vraiment, c'était de l'exploration et du bricolage, comme on dit, hein, à ce moment-là. Et je lui dis, mais c'est pas pour les garçons, ça? Il me fait, non, Amour sucré, c'est vraiment pour les filles. J'étais vraiment assez surprise, mais bref, motivée. Le soir, je rentre chez moi, j'ouvre le jeu, je me prends des cupcakes et des cœurs roses en pleine face, et j'ai refermé l'ordinateur directement. Je me suis dit, c'est pas fait pour moi. Mais j'ai quand même insisté, et voilà où j'en suis aujourd'hui. En fait, ce qui a fait que j'ai insisté sur me dire je vais étudier Amour sucré, je peux vous dire qu'à chaque fois que je vais à une conférence quelque part en tant qu'universitaire et que je dis que je travaille sur Amour sucré, ça en jette. Mais du coup, voilà, ce qui m'a fait insister sur Amour sucré, c'est justement d'avoir observé mes propres réactions face à un objet qui, clairement, et pourtant je me considérais comme ouverte d'esprit, qui sortait totalement de la culture légitime de ce qu'on étudiait à l'université. Alors déjà, j'étudiais les jeux vidéo, donc de base, j'étais pas forcément dans la culture légitime de ce qu'on étudiait à l'université, mais en plus de ça, en étudiant les jeux vidéo, moi j'ai choisi d'étudier des jeux pour filles qui parlent d'amour. Je me mets des bâtons dans les roues toute seule dans ma vie. Et finalement, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu sur ces questions autour de la légitimité de la romance. Et c'est pour ça que j'ai trouvé, quand on m'a proposé de faire une conférence sur romance et humour, sur des jeux un peu décalés, alors il y a déjà des jeux de romance, je vais revenir là-dessus, mais là, on est encore plus décalé. Je me suis dit, oh là, mais c'est super, vraiment, parce que ça va me permettre de parler d'autres choses dont je n'osais toujours pas parler dans ma thèse.
Oui, ça arrive. Et vraiment susciter des réflexions voilà, autour de la légitimité de ça. L'idée que j'en avais, moi, c'est que, et c'est ce que j'ai découvert un petit peu dans ma thèse, donc, je vais vous faire réfléchir là-dessus, enfin j'espère, c'est que finalement, pour consommer de la romance, pour montrer la romance aussi, pour la construire également dans les productions culturelles et médiatiques, donc moi je parle du jeu vidéo précisément, il faut lui donner une forme de légitimité en faisant en sorte qu'elle ne soit pas que romance. Donc ici, ce sera romance et humour, et de voir en fait comment est-ce qu'en passant, en jouant au second degré, en fait, on arrive à consommer de la romance qui est quelque chose qu'on n'assumerait pas forcément au départ. Donc voilà, le but c'est aussi, donc aujourd'hui ça va être également d'analyser un petit peu l'humour dans les jeux de romance et de poser la question comment ça fonctionne, est-ce que l'humour est nécessaire, quelle dynamique narrative on va avoir autour de ça. Et pour ça on va explorer un format qui s'appelle le format visual novel. Alors vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer. Ah bah tiens, voilà. Et bien vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que voilà, on est dans un cours de cinéma, ce que j'ai cru comprendre, mais moi je parle de jeux vidéo. J'ai toujours fait un peu décalé. Eh bien, on y va. Je vais commencer par vous présenter ce que je vais appeler... Donc moi, j'appelle ça jeu de romance. Ça vient clairement, ça naît dans les années... non, ça, c'est mes copies pirates de Tokimeki. Ça naît dans les années 90 au Japon. Et ça fait partie de ces productions qu'on a grâce à la culture japonaise qui sont des fois complètement barrées et qu'on va reprendre chez nous dans nos cultures européennes et nord-américaines et qu'on va remodifier et qu'on va rendre encore plus folle, on va dire. Dans les années 90, au Japon, on ne parlait pas trop de romance pour les jeux vidéo à ce moment-là. Il y a eu une espèce de... Comment dire ? De flou sur la... Comment on dit? J'ai oublié le mot. La législation. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en gros, on avait le droit de créer tout ce qu'on voulait sur tous les thèmes qu'on voulait. Il n'y avait pas de commission pour regarder, est-ce que ça doit être censuré, est-ce qu'on peut créer sur des thématiques qui sont bien ou pas, et il y a eu beaucoup de dérives à ce moment-là au Japon. Le premier jeu, c'est tout petit, je suis désolée, l'archive, elle n'est pas terrible. Enfin non, vous voyez très grand. Le premier jeu du genre qui a été fait, c'était pas vraiment un jeu de romance, comme vous voyez, c'est un jeu érotique, voire même à l'époque. Alors c'est des pixels, hein, on est dans les années 90, hein, c'est pas très explicite au final si on regarde le jeu en lui-même. Ça s'appelle Nightlife. C'est Koei, qui est quand même une grosse société japonaise, qui l'a produit à l'époque. Et en gros, dans ce jeu Nightlife, on incarne un japonais. Alors c'était à destination des hommes au départ. Et le but de ce japonais qu'on incarne, c'est de séduire des femmes et de les emmener à l'hôtel pour machiner, comme dirait mon amie Florence. Dédicace à toi, Florence. Donc au début, c'était assez explicite. Comme vous voyez, il n'y avait pas forcément l'esthétique beaucoup plus épurée qu'on a eue. Et c'est ce qui s'est passé. Avec ce genre de jeu, il y a eu plusieurs dérives à l'époque. On a aussi eu des histoires un petit peu sombres. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Miyazaki ou des choses comme ça, qui était un tueur en série. Chez lui, on a retrouvé plein de jeux vidéo, etc. Le Japon, il me semble que c'était en 94, mais j'ai plus trop la mémoire des dates, a décidé de faire stop et de... comment dire ? De réguler un peu les productions, de faire les copies, les moins de 18, moins de 16 ans, machin, etc. Et à ce moment-là, les jeux dits de romance ou érotique ont été très épurés. Donc ça, c'est la deuxième génération, on va dire, où on retrouve l'esthétique manga des années 80-90. Hein, vous voyez, là, c'est un des premiers jeux de type, alors ça s'appelait le Bishoujo Game à l'époque, toujours à destination des hommes, des garçons, qui vont proposer, je pense que la posture de... Je crois que c'est votre professeur, ça? Oui, c'est la professeure. Qui vont être quand même assez suggestifs. Mais c'est présenté comme étant une romance platonique et souvent il y a des ajouts, des petites choses un petit peu érotisantes. On n'est pas dans Nightlife, en tout cas, ça c'est sûr.
Et c'est ce type de jeux qui vont commencer à créer les premiers stéréotypes qu'on va retrouver ensuite dans les jeux que moi j'étudie, et qui se retrouvent de toute façon dans tout type, dans tout un tas de romances, que ce soit au cinéma, dans les livres, dans toutes les collections romantiques Harlequin, enfin... Mais au départ, on a celle-ci. Donc là, on a... Je pense que sur cette image-là, on a la première de la classe, je pense, un stéréotype de la fille sportive et deux autres archétypes qui sont des archétypes érotisés dans ces types de jeux vidéo, qui sont l'infirmière et la professeure. Voilà, pour vous donner une idée un petit peu de ce à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur du format, je crois que c'était à mi-visual novel, mi-dating sim. Donc visual novel, c'est vraiment basé sur une narration, sur beaucoup de textes, peu d'animation sur le, comment dire, peu d'animation à l'écran et des choix de dialogue. Alors là, c'est en japonais, en haut là, mais c'est un choix de dialogue. Je vous en montrerai d'autres, ne vous inquiétez pas. Ensuite, là, c'est Tokimeki, qui est une version encore plus épurée. Et donc, au départ, Tokimeki, c'était un jeu pour garçons. Là, pareil, on a... je ne sais plus dans quelques années c'est, là, mais ça a très très bien marché, Tokimeki. Ça a tellement bien marché qu'il y a eu des versions filles avant. Mais pendant que ces jeux étaient produits, il y a eu au Japon, je ne sais pas si vous avez entendu parler du mouvement des Girl Games à l'époque aux États-Unis, mais en gros, on a eu quelque chose d'un petit peu similaire au Japon où il y a eu des studios qui ont été montés par des femmes et qui se sont dit ce serait bien de faire en sorte que les jeunes filles puissent avoir accès à la technique et à certains métiers d'avenir dans l'informatique. Ça, c'était vraiment... Ouais, années 90 et 94, je crois, le premier jeu pour filles au Japon, du genre, hein, pas forcément le premier jeu pour filles. Hein. On est d'accord, le premier jeu pour filles, c'est Pac-Man. Madame Pac-Man. Et donc là, à ce moment-là, elles ont créé une série qui s'appelle Angélique. C'est le studio Ruby Party. Et elles ont repris en fait les codes qui avaient été créés par les développeurs de jeux à destination des hommes. Et elles les ont réadaptés pour pouvoir proposer des histoires aux filles, pour que les jeunes filles s'intéressent aux jeux vidéo et qu'elles aient accès, entre guillemets, à la manipulation technique de choses et ensuite peut-être pouvoir se diriger dans des métiers de l'informatique. C'est une vision très optimiste des choses qui avait lieu aussi aux États-Unis à l'époque avec des jeux comme, je ne sais plus, il y avait des trucs d'enquête, etc. C'était une sacrée époque, ça aussi. Voilà, donc, au Japon, c'était Angélique qui a créé le premier Otome Game, donc ça c'est les jeux que j'étudie, Otome Game, c'était celui-ci. Petite parenthèse, Otome, ça veut dire jeune fille en japonais, mais dans un sens un peu anachronique. C'est-à-dire vraiment, on parle de une jeune fille bonne à marier, très innocente, mais vraiment il y a un petit côté vieillot dans le mot Otome qui pour moi est très intéressant, évidemment, mais qui en fait ne l'est pas forcément pour aujourd'hui. Donc en gros, Otome Game, ça veut dire jeu pour jeunes filles, et pour jeunes filles pures, entre guillemets. Parce que vous allez voir qu'en fait, c'est pas forcément très pur non plus. Au départ, c'était assez sobre, et ça, c'est l'un des premiers jeux qui a très... Ça, voilà, c'est le gros succès du jeu de romance au Japon, de l'Otome Game, du coup. C'est Tokimeki Memorial Girlside First Love. Et ça, on va y jouer. Pas au premier, au troisième. Et voilà les archétypes que je voulais vous montrer. Donc ça permet de comprendre un petit peu comment sont construits ces jeux et comment sont construites les romances. Alors, le premier, celui qu'on voit en gros plan, là, j'ai oublié son nom. Lui, c'est vraiment le mec parfait. C'est celui qui va incarner la romance idéale dans le jeu vidéo. En gros, je crois qu'il est mannequin. Il a des super notes en classe. Il est beau. Après, c'est chacun ses goûts hein, pour celui-ci. Moi, c'est pas mon préféré. Et par contre, il parle pas beaucoup, je crois. Ouais, de mémoire, il parle pas beaucoup. Il est un peu mystérieux, genre... je dis juste quelques mots et ça suffit à me rendre mon charisme naturel. N'importe quoi. Moi, j'adore. Ça me fait tellement rire, ce truc. On a le deuxième. Le deuxième, celui avec les cheveux longs, là, c'est l'artiste. Il a les cheveux longs, donc c'est un artiste. Vous ne l'aviez pas vu? Et lui, par contre, il parle beaucoup. Si, je me souviens, elle était insupportable, sa route à lui, parce que vraiment, il parle trop.
Euh, non, mais vraiment. Et bon, très imbu de lui-même. Bah, de toute façon, il a les mains dans les cheveux, comme ça. Mais bon, il est sympa quand même. Non. Le troisième, c'est le bad boy. Lui, il n'a pas de cravate. C'est un bad boy. Il a la chemise totalement de... même pas je m'habille, rien à foutre. Enfin, il a son espèce de collier bizarre là aussi, qui fait un petit peu choker dans les années 90. Il a les cheveux un peu longs. Il est bronzé. Il est bronzé, bien sûr, c'est un bad boy. Il est bronzé parce que, sans doute, il surfe. Non, en vrai, il vient de la région du Kansai à Osaka, et c'est bien connu que les gens d'Osaka, ils sont bronzés. Et il n'a pas beaucoup de manières non plus. Alors ça, c'était un gros cliché japonais aussi qui fait que les gens qui viennent d'Osaka, ils n'ont pas de manières, mais c'est pas forcément vrai. Bref, c'est le bad boy. Celui d'après, c'est le sportif. Le sportif, il a des baskets. Le sportif, il a une cicatrice là, parce qu'il fait du sport, il a dû essayer de se battre avec quelqu'un, j'imagine, ou alors il s'est pris un ballon de basket dans la tronche. Et il est un petit peu, vous voyez, il est un petit peu en mode, ouais, moi je suis un bonhomme, je fais du sport. Mais il est assez marrant aussi au final. Ensuite, on a le quatrième qui a les cheveux verts et des lunettes. Vous vous doutez, du coup, il a des lunettes, c'est l'intellectuel. Et oui. Il est assez ennuyeux au final. Vraiment, non, vraiment, c'est pas mon personnage préféré. Il est très gentil, hein. Alors il est adorable, il passe sa vie avec un livre dans les mains, mais bon, c'est pas mon type, hein. Moi, de toute façon, moi, mon type, c'était le bad boy. Et ah non, mon vrai type, c'était le prof. Le dernier. Non, mais parce qu'en fait, il y avait un truc à faire avec le prof, il y avait un objet à récupérer, et comme je suis un peu perfectionniste, bah, j'ai fait la route avec le prof, mais plein de fois, j'ai jamais eu l'objet. Et le prof, c'est un archétype à lui tout seul, il n'a pas forcément besoin de ne pas mettre de cravate ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, il a déjà un costume différent des autres, il a juste à être prof. Ça suffit. C'est un petit peu réducteur, mais... Ah, et il a cette espèce de truc là, comme ça, tout le temps là. Et c'est vrai que sur sa route, il y a des petites allusions un peu bizarres avec son machin. Mais bref, il est assez froid comme personnage. C'est vraiment on sent le fantasme du statut de l'homme plus âgé qui a de l'autorité, qui a une figure qui n'est absolument pas saine, hein, comme figure d'ailleurs. Hein, c'est pas un schéma de relation que je conseille, mais parce que je me considère experte aujourd'hui, grâce à Tokimeki. Donc voilà, allons-y. Regardez comme ils sont beaux. Ça, c'était juste pour l'esthétique. Et Tokimeki se présentait comme ça. Il y avait énormément de petits trucs annexes dans la narration. Alors, format visual novel, pas beaucoup d'animation. Là, on était sur vraiment du jeu vidéo un peu plus... bon, pas pur, hein, je ne vais pas dire ça, et après discuter des questions de légitimité, mais en gros, il y avait des questions de monter ses caractéristiques, etc. Donc, clairement, si vous voulez sortir avec votre professeur, il faut monter son intelligence. Normal. Par contre, si vous voulez sortir avec le bad boy, montez juste votre charisme. Si vous n'avez pas d'intelligence, il s'en fiche. Ça, c'était bien, en fait. Maintenant, je comprends mieux mon schéma de pensée. Forcément, j'ai fait un doctorat, j'avais envie de jouer autre chose. Ensuite, donc ces jeux-là, ils sont restés vraiment au Japon pendant très longtemps. La première traduction qu'on a eue, je crois que c'est dans les années 2000, je crois que c'est 2008 celui-ci, ou 2005 peut-être, c'est Yojimbo, les gardes du corps. Donc là, c'est pareil, on est sur de la romance. Alors, je ne vous ai pas dit, mais Tokimeki, c'est de la romance vraiment très, très mignonne. On arrive au lycée, on commence sa vie de lycéenne, et puis on rencontre un beau garçon, et waouh, vous verrez. Et là, c'est pas, et vraiment, l'héroïne n'a quasiment aucune substance. Je vous le dis tout de suite, et là, c'est pareil. C'est une princesse, il me semble. Ou non, c'est une jeune fille qui atterrit dans une dimension dans le passé, et en gros, elle tombe sur des gardes du corps, et tout le monde doit la protéger. Voilà. Et il faut qu'elle sorte avec un de ces gardes du corps. Enfin, il faut. C'est la narration. Donc là, on a je pense, un bon exemple de morceau de visual novel. Une belle scène de baiser aussi, traduite en anglais, où vous voyez que finalement, c'est beaucoup de descriptions. Quand on a des illustrations comme ça, en général, en tant que joueuse, on est tellement contente, parce que vous ne savez pas combien de temps ça peut prendre pour avoir ces trucs-là. C'est un petit peu ça, là, vous êtes en train de regarder l'apothéose d'un jeu de romance japonais, la scène du baiser avec une illustration.
Autre jeu qui a bien marché, Akuoki, là on est vraiment dans la culture japonaise, il a très bien marché, il a été traduit chez nous aussi. Là on est plus sur des, voilà, je ne sais pas si vous avez connu les soldats du Shinsengumi, si ça vous dit quelque chose. Pour ceux qui connaissent, je vous aime. Sinon, vous inquiétez pas, hein, ça se rattrape. Donc là, c'est pareil, on est sur des figures d'hommes qui sont très héroïques. C'est des figures héroïques de l'histoire du Japon, très classiques. En gros, on a pris ces légendes qui ont existé. Hein. Okita Shoji, il a existé, hein, c'est mon préféré, celui du milieu, là, avec les petits yeux comme ça. Ils ont pris ces légendes qu'ils ont mixées avec ce qui faisait la tendance à l'époque, c'était 2012 je crois, et c'était les vampires. Donc là on a des samouraïs vampires. On ne le voit pas comme ça, mais c'est des samouraïs vampires. Ah oui, oh mon Dieu. Ensuite, on a encore fait évoluer les jeux de romance dans les années... Bah pareil, ça aussi, je crois que 2012, Akuoki est venu chez nous. Il est sorti en 2009 au Japon. Pareil, on a encore fait évoluer la romance, les jeux de romance, et là vous voyez que le public grandit. Le public qui est visé, de toute évidence, ce ne sont plus des gamines ou des adolescentes. Ça, c'est sur portable. Ça, c'était sur les téléphones, sur smartphone. Je crois que celui-ci, ça s'appelle comment déjà? Kissed by the Baddest Bidder. L'anglais est très mauvais, comme vous pouvez le voir. L'anglais est très mauvais. C'est des jeux qui ont été produits. J'avais l'impression qu'à ce moment-là, on produisait énormément en série avec les... Il y a eu Android, les systèmes de développement sur smartphone qui ont fait que c'était assez facile en final de développer des choses simples qu'on allait pouvoir proposer à des publics c'est pas qu'ils s'en foutent de la qualité en fait, mais c'est qu'ils n'ont rien d'autre. Il y avait vraiment pas beaucoup de choix pour les jeux de romance à l'époque. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup plus aujourd'hui d'ailleurs. Mais et c'était très 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 basique. C'était facile à produire, je pense, pour certaines boîtes. Vous allez voir pourquoi dans la production, vraiment, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin d'un personnage, quelques changements d'expression faciale vraiment très rapides du corps, beaucoup de texte, des petits décors, et c'est parti, ça joue en fait. Tout se joue, beaucoup de choses se jouent énormément sur la description et le peu d'indices qu'on va donner à la joueuse en fait pour qu'elle construise elle-même un imaginaire érotique autour des personnages qu'elle va fantasmer. Et en général, moi, pendant ma thèse, j'ai fait une thèse en 3 dimensions, en 3 volets. C'est-à-dire que j'ai étudié les jeux, l'industrie, etc., ce que je suis en train de vous présenter maintenant. J'ai étudié aussi le côté conception, on va en reparler un petit peu de ces jeux, en allant interviewer les personnes qui les ont créés, qui ont créé Amour Sucré. Et après, j'ai étudié la réception, c'est-à-dire que j'ai été voir les jeunes filles entre 12 et... Je crois que c'était 24 ans, la plus âgée. J'ai fait une quinzaine d'entretiens, vraiment, en allant chez elles, en discutant, en voyant à quoi elles jouaient, etc. Et finalement, on se rend compte que ces archétypes, le bad boy, le sportif, le gars un peu marrant, bon, ça, là, c'est que des bad boys, hein, celui-là. En fait, si celui-là, il y en a un qui est censé être gentil. Ouais, lui, il était censé être gentil au départ, mais on s'est tout fait avoir. On se rend compte que ces archétypes, elles les connaissent. Elles les connaissent parce qu'elles les ont vus dans des films, elles les ont vus dans des livres. Elles savent les reconnaître tout de suite quand elles voient une couverture de jeu. Elles se posent pas forcément, enfin si elles se posent des questions, mais elles se disent très souvent, ah c'est celui-là, ça va être mon préféré. Lui, c'est mon type. Mais ça, on pourra en reparler de la réception si vous voulez, mais plus tard parce que c'est pas forcément le sujet. Voilà, quelques petits exemples aussi de l'offre qu'il y avait à l'époque. C'est très sincèrement, c'est très limité. C'est pas limité dans le sens où il n'y a pas beaucoup de choix. C'est assez limité en termes de narration. On va souvent se retrouver dans des situations où on a une fille qui est séquestrée par 5 gars et qui doit essayer de s'en sortir et qui va développer un syndrome de Stockholm et tomber amoureux de l'un d'entre eux qui sera au choix de la joueuse, évidemment. Voilà. Ils ont exploré pas mal de thématiques. Donc là, on était sur celle d'avant, on était sur un truc de casino un peu luxe. Il y a beaucoup de jeux aussi qui vont reprendre la culture des idoles au Japon, etc. Un petit peu comme ça. Et ça, on va en reparler. Ah voilà, c'était ça, le grand chef-d'œuvre de Voltage Inc. Vraiment, je ne sais pas si... Est-ce que certaines d'entre vous ont joué à ça ou certains d'entre vous ont vu ces choses-là? Ben, franchement, vous l'avez loupé. Hein. Voilà. Et on arrive à nos productions dont on est fiers en France.
nos productions françaises. Donc à l'époque, c'était Amour sucré. Amour sucré, ça a été produit en 2011, et je pense que ça a vraiment commencé en 2012 à se faire une petite place. Et aujourd'hui, on a une nouvelle génération d'Amour sucré, à laquelle je n'ai pas joué parce que je vais passer, j'étais perdue quelque part. Et en effet, en France, c'était le premier dating game. Donc là, vous voyez, c'est une image d'archive précieuse, et ça a changé depuis. Hein. Donc là, c'est vraiment la première version du site. Mais je suis trop fière de l'avoir encore en vrai. Avec les premiers sprites des personnages, ils sont vraiment pas qualitatifs. Désolé Chino. Mais vraiment, non, c'est un jeu qui a été bricolé, en fait. La créatrice était assistante vétérinaire. Elle avait vu les jeux un petit peu comme ceux que je viens de vous présenter. Elle s'était dit, ça a l'air sympa, mais moi, je ne parle pas japonais, j'ai du mal avec l'anglais, c'est compliqué. J'aimerais bien jouer à un jeu comme ça, en effet, où il y a des choix, où il faut dater un garçon, machin. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que c'est quelqu'un qui consommait, qui a été élevé au Club Dorothée, qui a consommé du manga, qui a consommé des animés, etc., pendant longtemps. Et qui, du coup, elle dessinait un peu, et elle a proposé son idée au studio B-Move, qui à l'époque avait déjà produit le jeu avec leur autre créatrice, Nineland, Céline, qui s'appelait Mabimbo. Et c'était un jeu pour filles, Mabimbo, c'était un jeu de poupée, clairement, c'était un jeu où il fallait jouer à la poupée. Et c'était déjà un jeu qu'ils avaient créé avec beaucoup de second degré, des fois un peu limite. Je me souviens qu'en gros, c'était une poupée mannequin, Mabimbo. Il fallait lui faire faire une carrière de mannequin, il fallait l'habiller, il fallait lui faire des activités. Et je me souviens qu'il y avait des activités comme faire un régime, des choses comme ça qui étaient quand même un petit peu... avec un personnage un petit peu comme celui-ci, très filiforme, sur des images de la féminité qui sont quand même très standardisées. J'allais dire, bon, on était en 2011, mais non, bon, on était en 2011. Mais non. Mais pour le coup, ça vient vraiment de... J'ai rencontré Shinomiko, on en a parlé, ça vient vraiment de son influence artistique par rapport au manga, par rapport à ce qu'elle lisait, ce qu'elle consommait quand elle était adolescente, etc. C'est très difficile de s'en défaire, je pense, quand on a des influences comme ça, en tant qu'illustratrice aussi. Je pense que j'en suis persuadée. Donc voilà, on a Amour sucré, qui a franchement bien marché. Alors ça reste un marché de niche, hein, et c'est pareil, on retrouve... Ah ouais, on a eu Anti-Clove. Ah non, mais ça en fait, non, on ne va pas en parler. C'était un autre jeu qui a été produit par un autre studio qui voulait faire concurrence à B-Move. Il était très mal produit, très très mal produit. Excusez-moi, je suis désolée, les gens d'Anti-Clove. C'était un peu joli, mais les décors étaient beaux, les décors étaient magnifiques, mais c'est tout. Ça, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ils ont fait pas mal de bruit, puisqu'ils ont été rachetés, c'est le studio 1492 qui a été racheté par Ubisoft, qui ensuite a fait City of Love, qui est un jeu de romance qui se passe à Paris. Is It Love, c'était un petit peu... c'était pas Amour sucré, mais ils avaient décidé de cibler un public différent. Eux, ils s'adressaient à des femmes, bon, pas matures, à des femmes plus adultes, plutôt voilà, étudiantes, femmes de 24 ans, dans la trentaine aussi, avec une espèce d'histoire qui se passait. Alors, ça va peut-être vous dire quelque chose. En gros, c'était une nana qui venait d'avoir un job et qui découvrait que son patron, il lui faisait des œillades, des trucs, machin et tout, et qu'il avait l'air un peu louche quand même. J'ai pas accroché du tout. Mais clairement, c'était une espèce de 50 nuances de grey, version visual novel, version Otome Game. Ça a plutôt pas mal marché, et ils ont fait plein de versions. Très sincèrement, les illustrations de la créatrice sont canons. Et c'est pour ça que je pense que ça a fonctionné et que ça a fini par être acheté par Ubisoft. Ça, c'était une tentative d'un studio trop mignon, mais bon, c'est parti, ça n'est pas resté. Donc voilà un petit peu la base de ce qu'on a eu, en Occident. Je regarde si je suis bien, j'ai bien fini, c'est parfait. Et à partir de là, finalement, là, je me suis rendue... À ce moment-là, j'étais déjà bien à fond dedans, on va dire. Donc j'ai commencé ma thèse en 2013, mais j'ai commencé à jouer vraiment à Amour sucré
En gros, je me suis renseignée sur les Otome Games, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. J'ai joué à la plupart de ces jeux, j'y suis devenue accro même. Et pour moi, c'est pas que c'était nécessaire d'être accro, mais dans ma démarche de recherche, c'était important vraiment de comprendre ce que pouvaient vivre les joueuses quand elles accrochaient, quand elles devenaient fans d'un jeu, voilà, ce qu'elles ressentaient aussi quand elles jouaient à ça. J'ai peut-être un petit peu trop compris, mais je pense que du coup, j'ai fait une très bonne thèse. Bimove, créer un jeu, c'est pas celui-là, My Curie Boyfriend. Et il se trouve que c'est pour ça qu'on m'a appelé aujourd'hui pour nous parler un peu d'humour. Il y avait des... C'est ce qui est dit dans la présentation. Je pense qu'il faut vraiment une bonne dose de second degré pour jouer à Amour Sucré quand on a 30 ans. Moi, j'ai commencé à jouer à Amour Sucré, j'avais 30 ans. Quand j'interviewais les jeunes filles, elles me disaient que elles le prennent quand même pas trop au sérieux non plus. C'est en effet, oui, ça reste un jeu, c'est un jeu que je fais pour me détendre. C'est mignon, je ne mettrai pas d'argent là-dedans, alors qu'en fait, elle a fait craquer 300 € sur la carte bleue des parents il y a 3 ans, mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être pas à 300, mais je sais qu'il y en avait une qui était montée jusqu'à 80 avec la carte bleue de ses parents. Ça posait beaucoup de problèmes, le format free-to-play, où il faut acheter en fait des contenus dans les jeux, ça a posé beaucoup de soucis. Et... je trouvais ça drôle en fait, mais sincèrement, moi quand j'ai commencé à jouer, j'ai toujours... Alors le premier jeu auquel j'ai accroché, et on va y jouer ensemble, c'est Tokimeki Memorial. Et vraiment, je trouvais ça super drôle. Je trouvais que cette présentation d'un univers japonais, on nous proposait avec le stylet, vous savez, la déesse, en fait, elle s'ouvre comme ça, et de pouvoir jouer, de pouvoir... toucher les personnages, on pouvait les caresser. C'était trop bizarre, mais c'était vraiment très très drôle de pouvoir faire ça. Et à une époque, je faisais des streams sur Twitch, et je me souviens que dès qu'il fallait les toucher, tous les gens qui suivaient, ils étaient là, ouais, on va pouvoir toucher Luca, on va pouvoir le toucher et tout. Mais où est-ce que je touche les gens? Où est-ce que je touche? Et je regardais sur le chat, et les gens participaient en me disant, vas-y, touche-le sur le nez, touche-le sur le torse, touche le machin. Tout. C'était assez fou. Et en fait, il y a eu pas mal des adaptations, on va dire, à partir du moment où ces jeux ont été... Alors, entre gros guillemets, je rappelle toujours que c'est un marché de niche, parce que c'est un marché de niche, et que quand je vous dis, quand je dis j'ai fait ma thèse sur Amour Sucré, alors des fois, il y a des femmes qui connaissent, qui ont joué quand elles étaient adolescentes, mais la plupart du temps, il n'y a personne qui connaît Amour Sucré. Donc, il faut bien se dire que voilà, le succès, entre guillemets, et l'établissement de jeux comme Amour Sucré, ou même Tokimeki, ou même d'autres choses qui ont été produites. On a eu des Sim qui ont été produites aux États-Unis par des studios. D'ailleurs, on en a eu un qui était exactement dans la même idée qu'Angélique, mais c'était un bal de promo. Je fais beaucoup de parenthèses. Vraiment, ça a permis à des gens de faire des parodies, forcément. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, je mets toujours ça en parallèle. Dans les années 90, Dominique Passier, qui est chercheuse au CNRS, une sociologue, a travaillé sur la réception de la série Hélène et les garçons. C'est mon idole, je la cite toujours. Et en fait, elle a découvert que dans cette série, il y avait énormément de choses qui se passaient dans les familles. Et au fur et à mesure, dans son travail, en étudiant les gens qui s'intéressaient à la série Hélène et les garçons, alors au-delà des adolescentes, elle a trouvé des lettres d'étudiants et d'étudiantes. Elle a étudié les lettres de fans qui arrivaient à AB. Et en gros, qu'est-ce qu'elle a trouvé précisément? C'est qu'il y avait des étudiants qui faisaient des jeux de rôle Hélène et les garçons à Sciences Po, où ils parodiaient la série, où ils parodiaient les fans également. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans les Otome Games. Et les jeux que je vais vous proposer de regarder un petit peu aujourd'hui sont des jeux qui ont parodié ces choses-là. Donc en fait, c'est pour ça que je vous explique les codes, c'est pour ça que je vous explique c'est qui le sportif, c'est qui le prof, machin, etc. C'est parce que ces jeux-là, ils vont reprendre tout ça et ils vont nous les mettre vraiment à des sauces très particulières. Alors le plus connu, c'est Hatoful Boyfriend, c'est celui qu'on voyait tout à l'heure sur Steam. Je vais vous montrer directement. Et en gros, c'est un jeu, c'est un dating sim. Précisément, c'est un visual novel qui reprend les codes du dating sim, où on va nous proposer
une romance avec des pigeons. Oui, je me suis préparée à le dire en me disant, est-ce que je suis vraiment en train de dire ça au Forum des images? Oui. Et il est génial. Très sincèrement, c'est vraiment un super jeu. Donc là, je vous montre rapidement, mais on va y jouer. Je vais vous présenter un petit peu les autres qu'on va voir. Il y a eu d'autres choses comme ça. Alors oui, alors ça c'est merveilleux. Je vous parlais des univers musicaux tout à l'heure. Ça c'est l'univers musical classique d'un otome game japonais. Voilà, la fille, je ne sais plus ce qu'elle fait. De toute façon, les héroïnes sont toujours insignifiantes. Je ne sais plus ce qu'elle fait, pourquoi elle est là. Je crois qu'elle est manager, ou je sais même plus pourquoi elle est là, alors que j'ai vu la série 3 fois. C'était un jeu vidéo, ça a été une série, c'est vraiment une grosse licence au Japon, c'est Uta no Prince-sama. Retenez bien ce nom, Uta no Prince-sama, mon prince de la chanson, les princes de la chanson. Et en gros, elle crush sur les idoles, machin, etc. Et il y a eu un jeu qui s'est appelé Uma no Prince-sama. Uma, ça veut dire cheval en japonais. Ah, le voilà. Le voilà, le prince cheval. Ce jeu, c'était un jeu pareil sur Android, sur tablette. Il a eu du succès dans le sens où il était tellement... Mais pourquoi il y a un cheval avec une tête de prince? Et donc là, la scène que vous voyez, c'est la fameuse scène dans la culture manga japonaise du kabedon, qui est censée être hyper... c'est un gros fantasme. En gros, on te plaque contre le mur, on te regarde comme ça en face et je sais même plus ce qu'on lui redit. Bon, on peut leur dire tout un tas de trucs, de toute façon, on s'en fout de ce que le garçon va dire. Le but, c'est que, oh mon Dieu, je suis trop troublée, son visage est tellement proche du mien, je me sens, mais c'est un cheval. Et c'était tellement bizarre comme jeu, parce que, bon, déjà, pas seulement le fait que ce soit un cheval qui est la tête d'un gars, quoi, mais... Il n'existe plus. Franchement, je suis dégoûtée. J'ai vendu ma tablette et je me suis toujours dit, j'aurais jamais dû vendre cette tablette parce qu'au final, il était installé dessus. Mais il n'existe plus ce jeu. Il a duré quoi, 2 ans. Enfin, vous savez, les jeux Android, ça dure pas longtemps. Mais voilà, là, mais vraiment, c'était des barres de rire à chaque illustration. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sentais que mon cerveau, il partait dans des trucs. Je perdais des neurones, hein. Mais ou pas, je sais pas. Mais vraiment, à chaque fois, c'est... Non, je vous en ai pas mis des masses, mais n'hésitez pas à aller sur Google chercher, parce que vraiment, il y a des pépites. Il y en a une où il fait la course aussi, mais... non, voilà, Uma no Prince-sama. Alors, du coup, celui-là, je suis vraiment désolée, et je suis la première désolée, on ne pourra pas y jouer, parce que, comme je vous dis, il n'existe plus, et que j'ai pas forcément cherché une ROM pirate ou quelque chose comme ça. On a eu autre chose. Alors ça, c'était vraiment un de mes préférés, mais c'est pareil, il n'existe plus. Il était génial. Vous sentez mon implication. Et alors ça, et c'est pas parce que j'ai passé du temps au Japon. J'ai passé beaucoup de temps au Japon, notamment pour la thèse, et je suis une grande fan de curry. Sur mon ordinateur, il y a un petit autocollant qui dit que j'ai faim, je veux du curry, un truc comme ça. Je viens juste d'y penser. Et quand j'ai vu qu'il y avait un jeu qui s'appelait My Curry Boyfriend, il a fallu que j'y joue. J'ai mis de l'argent là-dedans. J'ai mis de l'argent parce qu'il y avait des pubs, vraiment, mais des pubs intempestives. Et en fait, c'était à l'époque, comment on veut dire, pour chaque garçon, il y a une route. C'est des jeux à embranchement. La narration se fait, c'est-à-dire qu'on a un socle commun au départ, et puis après, à partir du moment où on choisit un garçon, il y a des choix. Donc ça fait, si vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, sur la programmation des scénarios, sur le narratif, ça fait un peu comme des grosses pieuvres. Si on fait tel choix, il y a 2 choix, après il y a encore 2 choix, 2 choix, 2 choix. Et pour chaque personnage, il y a ce qu'on appelle une route. La route, c'est en gros l'histoire qu'on va suivre avec le personnage. Et chaque route, avec ses différents hommes curry, était payante. J'en ai acheté que 2. Je suis raisonnable. Mais parce que de toute façon, j'aime pas le curry au poulet. Voilà, moi j'avais acheté le bœuf haché. En gros, c'était l'histoire, c'est que dans Ma Curry Bonne Foi, il y a encore des petites vidéos sur YouTube qui traînent si jamais ça vous intéresse. Dans Ma Curry Boyfriend, l'idée c'est que on cuisine et je sais plus pourquoi, je sais plus si on tombe dans le curry ou si le curry se renverse. C'était pas l'important. Mais d'un seul coup, il y a un type qui sort et qui dit « Bonjour, je suis le curry ».
Et c'était pareil, c'était génial. Et franchement, c'est classe, un curry. Enfin. Donc vous voyez, et c'était des princes, c'était tous des princes. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont avec les princes, je réalise que c'est le deuxième jeu que je vous montre qui parle de princes. Mais voilà, non, je ne sais pas, il y a un truc. Donc ils sont là, oui, je suis prince d'un royaume, machin, j'ai une quête, je veux trouver la femme de ma vie. T'as voulu manger mon curry, c'est toi la femme de ma vie. Si seulement c'était si facile. Alors là, vous avez donc bœuf haché. Il a vraiment pas de nom, hein, c'est vraiment bœuf haché. Hein. C'était merveilleux. Et lui, ah oui, lui, il voulait absolument un enfant. Non mais sérieusement, quoi, pour pas s'en occuper, je suis sûre en plus. Parce que oui, voilà, ah oui, c'était les royaumes, il y avait des guerres de royaumes et tout. Non, c'était pas développé. C'était pas Game of Thrones d'écurie, on n'inquiétez pas. Voilà, faisons des bébés, tout le temps. Mais c'est vrai qu'en plus, il disait tout le temps ça sur sa route, faisons un bébé, c'était tellement tendancieux. C'est pareil, on n'a pas parlé de l'image du cheval, mais au final, dans un jeu de romanche, c'est quand même très tendancieux. Ensuite, Chicken Curry. Alors lui, je ne l'ai pas acheté. Il est trop jeune, il a 17 ans. Il a 17 ans et on peut... Non, moi je dis non. Donc c'était le fils unique, pareil, de son royaume. Apparemment, il était lâche, mais il voulait changer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas acheté la route. Hein. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait non, c'est bon. On les a en vrai, ceux-là. Pas besoin. Voilà. Donc, en gros, il faut lui apprendre à devenir un homme. Non, mais il y a plein de choses comme ça dans ces jeux de romance qui sont assez terribles. Et ça, c'était mon préféré, clairement, le curry indien. De toute façon, on est d'accord que c'est le seul curry qu'on doit manger. C'est le vrai curry. Donc forcément, Indian curry, qui n'a pas du tout l'air indien, hein, pour le coup. Mais bon, ça... Pareil, jeu japonais, whitewashing. On n'est pas sur une représentation de la diversité. Je vous l'avais sans doute remarqué, hein, mais dans ces jeux-là, on n'est pas sur une représentation de la diversité qui est super diversifiée. Et ça a été reproché aussi à B-Move pendant pas mal de temps. Si on regarde aujourd'hui les personnages de la nouvelle génération par rapport à l'ancienne, ben, il n'y a plus que... Avant, il n'y avait que des blancs, tout simplement. Et lui, c'est le meilleur, voilà. Il faut juste qu'il se dépêche de se marier et d'avoir une vie correcte. Des messages importants. Donc voilà, il est venu dans le monde humain. Mais il est chouette. Non mais vraiment, il est chouette parce que lui, il était toujours joyeux, toujours sympa, etc. J'aimais bien les garçons qui étaient drôles dans ces jeux-là. Donc voilà, pour ma Curry Boyfriend, ça c'est pareil, je suis vraiment désolée parce que c'était vraiment un chef-d'œuvre de ne pas pouvoir le faire jouer, mais il n'existe plus, le monde n'a pas compris cette œuvre, je pense, et il n'a pas pu rester, il n'a pas connu le succès qu'il avait dû. Je pense que c'était trop avant-gardiste. Ensuite, on a encore quoi? Notice Me Senpai. Alors ça, c'est pas tout à fait un Otome game, c'était un petit jeu de gestion, je ne sais pas si vous avez connu... Neko Café, Natsumo Café, Natsume 4, un truc comme ça, où en gros, on tient un café et le but c'est d'avoir le plus de personnages qui viennent dans notre café, donc il faut le décorer, machin, etc. Et Notice Me Senpai, à la base, ça vient d'un mème. Remarque-moi Senpai. Senpai, c'est l'expression japonaise pour désigner quelqu'un de plus âgé, un genre de mentor, en fait. C'est pas ce qu'on utilise pour nos professeurs, c'est plutôt ça va être dans les jeux de romance, on le voit dans les animés, mangas, etc. On le voit beaucoup utilisé pour une personne qui est plus âgée, qui est sur les années au-dessus, mais qui est quand même lycéenne en même temps ou lycéen en même temps que senpai. Et le but c'était de collecter des senpai, donc de les collectionner. Il y avait toute une liste qui s'était tirée de ce même Notice Me Senpai, et le but c'était de les attirer dans notre café. Voilà une petite liste. On a le délinquant senpai, le capitaine de basket senpai. Alors, ne me demandez pas ce que fait la chèvre senpai. J'avais donné déjà avec les chevaux à l'époque. Drama club senpai, calligraphie club senpai. Il y avait un butler senpai. Il était pas mal, le butler senpai. Il était beau. Enfin, il était beau. C'était un dessin.
Mes critères esthétiques sont devenus très différents depuis que je suis tombée dans ce monde. Ah, oh, il était mignon, lui. J'ai oublié c'est quoi son nom de ça. Je crois que c'était Shy Senpai, Senpai timide, un truc comme ça. Et dans ce jeu, ça reprenait, c'est pareil en fait, ça reprenait aussi les codes des Otome Games avec, on pouvait le toucher, on pouvait tapoter dessus pour faire des petits cœurs, comme sur les lives TikTok aujourd'hui. Mais c'est pour ça que j'adore les lives TikTok et tapoter. Mais voilà, tout s'explique. Donc on pouvait tapoter dessus et dans Tokimeki c'est rigolo, on tapote mais il faut faire attention. Bon allez, il est temps de jouer. Parce que là je vois que ça passait trop vite. On m'a dit 20h maximum, on voit après. Alors, on joue. On joue avec des pigeons d'abord. Ouais, donc je vais vous montrer les pigeons, comme ça va montrer à quoi ça ressemble un visual novel. Ben, on est bon. Je passe du coq à l'âne, mais vraiment, allez, il est temps de jouer. Parce que moi, je peux vous parler des Otome Games, de la culture japonaise, mais pendant des heures. J'ai fait une thèse dessus. Donc oui. J'en ai parlé pendant 3 heures pendant ma défense. Alors, je suis trop contente. Je suis désolée, je suis super expressive, mais je suis trop contente quand on m'a dit tu vas pouvoir jouer à Hatoful Boyfriend au Forum des images, mais c'était tellement mon rêve. Regardez, c'est des pigeons. Alors, c'est parti, nouvelle partie. Remarquez cette musique merveilleuse déjà. Vous l'avez entendue. Bienvenue à Sainte-Pigeonnation. Sainte-Pigeonnation, c'est le lycée dans lequel on va passer 3 ans avec nos camarades pigeons. Comment vous appelez-vous? Très bonne question. Je vais garder les noms par défaut. Hein. Yoko Tosaka, même si on aurait pu... Oh, j'aurais dû m'appeler Forum Image. Non. Ben non, du coup. Comment vous appelez-vous? Désolée, je craque. Je m'appelle Forum Image. Voilà. Merci beaucoup au Forum des Images de m'avoir permis de réaliser ce rêve. C'est pour ça que du coup, je dédicace cette partie. Forum Image nous convient. Oui, c'est parti. On est dans de la technologie vraiment... J'espère vraiment que vous voyez pourquoi c'est drôle, parce que moi je m'éclate, mais voilà, on est dans une technologie de pointe. Hatoful Boyfriend dispose d'un puissant module de visualisation qui confère même aux pigeons les plus pigeonnesques une apparence humaine classique. Tout comme les curies peuvent ressembler à des hommes. Eh ben c'est pareil pour les pigeons. Je sais même pas pourquoi on se prend la tête encore sur les dating apps comme Tinder et Happen quand il y a tellement de pigeons dans ce monde. Est-ce qu'on affiche les portraits humains? Oui, quand même. Paramètres sauvegardés. Oh voilà, le lycée Sainte-Pigeonnation, lycée doté d'infrastructures magnifiques où tout est une traduction française de qualité. Ça fait déjà 1 an que j'ai abandonné ma vie d'avant et franchi ses portes. Ce lycée est différent, il possède une particularité qui a fait sa réputation. C'est le meilleur lycée du Japon, non, du monde pour les oiseaux doués. Sachant que l'héroïne, elle est humaine. Elle est réussie à rentrer dans un lycée de pigeons. Voilà, tous viennent à Sainte-Pigeonnation. Donc vraiment, on est sur du high level de lycée. Une grande diversité d'oiseaux et d'origine et différentes espèces. Diversité, loin des jeux modernes. On me demande souvent pourquoi j'étudie ici alors que je ne suis pas un oiseau. C'est une longue histoire dont elle ne nous parlera pas. C'est tout. Ça s'arrête. Oh, c'est rare que tu sois aussi en retard. Ça, c'est mon meilleur ami. Ryota, d'habitude, tu es toujours prête 1 heure à l'avance, Forum. Tu ne t'es pas réveillée? Regardez comme il est mignon. Je sais pas si je préfère en pigeon. Je crois que je préfère en pigeon, en fait. Donc c'est un pigeon de Bizet. Il s'appelle Kawara Ryota. On est amis depuis presque le jour où il a éclos. Je ne connais pas la durée de vie d'un pigeon. Il joue parfois à l'oiseau moqueur, mais on peut compter sur lui et sur sa gentillesse. C'est vrai, c'est l'archétype du meilleur ami. Le meilleur ami, en général, il est gentil.
J'ai eu du mal à attraper mon petit déjeuner. Sans viande rouge, je suis bonne à rien. Elle est chasseuse-cueilleuse. Elle attrape son petit déjeuner. Ça n'a pas l'air facile la vie de chasseuse-cueilleuse, mais je serais ravie de préparer ton petit déjeuner, tu sais. J'abuserai peut-être ta bonne volonté quand je serai affamée. Vas-y, on passe un peu là. La cloche, oui, moi je veux voir d'autres pigeons. Voilà. Et Ryota, c'est parti. Premier jour de lycée. La plus belle académie des pigeons, par les pigeons, pour les pigeons. J'ai repris cette phrase que j'ai mise en mettant lycée Sweet Amoris, qui est le lycée d'amour sucré, le plus beau lycée des adolescentes, pour les adolescentes, par les adolescentes, dans un article scientifique. Vous pourrez le lire. Ma classe, c'est la seconde 3, je crois. Ryota est encore dans la même classe que moi. Des têtes connues, des têtes nouvelles, je sens une drôle d'excitation envahir mon cœur alors que je découvre les oiseaux de ma classe. J'espère que nous entendrons bien et que nous garderons de cette année plein de souvenirs formidables. Ah, le prof est là. Alors vous en doutez, le prof, pareil, on peut le dater. Il fait partie des archétypes des tables. C'est un prof. Je vous dis même pas la tête de mes étudiants à chaque fois que je disais ça et qu'ils me voyaient moi en tant que prof. Alors, je m'appelle Nanaki Kazwaki, je serai votre professeur cette année. J'enseignerai les mathématiques, la physique et d'autres matières. C'est un prof qui s'endort. Monsieur, réveillez-vous, on s'en fiche, on veut voir sa tête. C'est les filles. C'est une caille, et dans le lycée, on dit que c'est le prof le plus soporifique. Donc lui, il a un peu... Je sais pas s'il est mystérieux, c'est un peu l'archétype du personnage dans la lune. Et donc là, il nous présente le nouveau, et le nouveau, c'est Shirogane. Alors lui, vraiment, mais... Voilà. Là, en gros, il a demandé, est-ce que vous pouvez vous présenter? Et dans quel but? Poseur, je te jure. Non, mais alors lui, je l'aime pas. C'est Sakuya. Bon, il est pas si méchant que ça, mais... Je n'ai nullement l'intention de frayer avec les oiseaux communs. Ne croyez pas que je suis là de mon plein gré. Bien entendu, disons que c'est superflu. Non, mais non. Et je dirais plutôt super gonflé. Eh bien, s'il ne souhaite pas se présenter à la classe, et là j'interviens. Non, mais il doit respecter les règles, monsieur, sinon tout le système va s'effondrer et nous deviendrons tous des koulaks ou des dissidents. Elle est intense, hein, l'héroïne. Évidemment, vu sous cet angle, pourriez-vous au moins énoncer votre nom, Shirogane? Donc à ce moment-là, on a la musique qui change un petit peu, on est sur une musique un petit peu distinguée, parce que c'est quelqu'un de distingué, c'est Shirogane le bel Sakuya. Il est français. C'est une production japonaise, quand ils veulent un personnage distingué, ils le font français. On aime. Il est français. Donc c'est un pigeon pan, et il a des plumes magnifiques qui rendraient jaloux n'importe quel oiseau. Voilà, là il est censé être beau. Hein. Pour le coup, c'est vraiment une beauté typique d'animé japonais, mais c'est une discussion. Il a l'air un peu snob, non, tu crois? Et Sakuya s'assoit, nous foudroyons du regard, Sakura et moi. Alors, normalement, j'ai d'autres pigeons à rencontrer. Ah, voilà un autre pigeon. Là, je suis à la bibliothèque. Et j'ai une tourterelle triste. Ça, c'est Nageki, c'est pareil, c'est un petit peu... c'est un peu comme Chicken Curry, là. Le curry au poulet, il est tout tristounet. Il est adorable. Sa route, elle est mes briseurs de cœur. Oh là 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 là, je me souviens encore comment c'est triste ce qui se passe avec lui. Il est seul. Il est seul dans sa vie. Donc là, il veut des livres, machin, etc. Il est un peu intellectuel aussi. Hein. Ceux qui ont des livres, c'est toujours les intellectuels. Et comme vous voyez, ils reprennent encore les archétypes dont je vous avais parlé tout à l'heure sur... il a les cheveux verts, exactement comme l'intellectuel qui lit des livres dans Tokimeki. Hasard. Voilà. Tourterelle plutôt triste au Japon, solitaire, machin, etc. C'est pas mon type. Vous l'avez compris. Je n'arrête pas de tomber sur des oiseaux déprimants aujourd'hui. Et moi qui voulais vous faire rire. Alors, déjà débarrassé de cette corvée, et voilà, un autre personnage. Alors ça, c'est le frère de Sakuya, et ils s'entendent pas. C'est souvent qu'il y a des histoires de frères qui s'entendent pas. D'ailleurs, il y en a aussi une dans Tokimeki Memorial 3. Tac, 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 tac. Donc il suppose, machin, il n'est pas content, parce qu'il est dans le même lycée que son frère. Alors, spoiler, n'écoutez pas si vous voulez y jouer. Son frère est un bâtard, entre guillemets, ce n'est pas un pigeon pan pur sang, donc l'autre ne veut pas le considérer. Mais il est très sympathique.
Montre ton portrait. Je sais même plus s'il y a un portrait, lui. Ah. Voilà, son frère et son sœur se ressemblent. C'est pas mon préféré non plus, mais j'avoue que c'est quand même le plus sympa. Tu t'appelles Forum, c'est ça? Comment tu connais mon nom? Je connais tous les oiseaux du lycée et tu es la seule humaine. Donc là, il parle de son frère. Je vais vous en présenter encore un autre. Bon, je zappe, hein. Il y a toujours moyen de zapper comme ça. Excusez-moi. Alors lui, c'est le psychopathe du jeu. Il est où? C'est le médecin. Je sais pas si vous vous souvenez aussi, je vous avais montré que l'infirmière, c'est aussi un archétype. Et bah du coup, dans ce jeu-là, on a le docteur de la... Alors, autant l'infirmière, je veux bien comprendre que ce soit un archétype culturellement parlant, autant le docteur, et surtout quand c'est un pigeon, bon. Mais c'est un psychopathe. Préparez-vous à quelque chose de grand, hein, si vous voulez jouer avec lui. Hein. Regardez son regard, mais sérieusement, ça ne va pas du tout. Et la musique. Donc là, on sait déjà qu'on va avoir des ennuis avec lui. Nanana. Et apparemment, mon meilleur ami était allé dans son infirmerie. À un moment donné, je crois qu'il y va, il ressort plus. Ce jeu n'est pas ce qu'on croit. Vraiment, il faut y jouer. Alors ensuite, l'équipe d'athlétisme. Donc là, on va retrouver l'archétype du sportif. Donc vous voyez des décors vraiment toujours très simples, beaucoup de texte et juste des personnages. Et alors là, pour le coup, on est encore plus simple. Ce pudding est scandaleux. Alors lui, c'est un pigeon, mais il n'est pas évolué en fait. Ça fait partie des plots. Et comme il n'est pas assez évolué, ouais, c'est ça. En fait, il parle même pas. Il parle pas, il fait que rourou et on a la traduction. Et du coup, comme il n'est pas assez évolué, bah, il ressemble pas à un humain. Il ressemble à un pigeon. Elle est trop bizarre, sa route avec lui. Et là, pour le coup, c'était très drôle. C'est une route qui tourne autour du pudding. Je sais pas pourquoi il y a toujours un truc avec la nourriture, quand même, je me rends compte. Trahison du pudding, du pudding, du pudding. Voilà, je pense qu'on les a tous rencontrés. Il vient de lancer une attaque ailée, c'est super efficace. Pour ceux qui ont la rêve Pokémon. Donc lui, c'est l'archétype du sportif. Et apparemment, le sportif, il est pas très... C'est pas sympa hein, pour eux, hein, mais il est stupide. Et il bouffe du pudding. Voilà, on est bien. Donc voilà, je pense que je vous ai fait une bonne présentation. Je vais juste vous montrer un autre petit truc. Voilà, parce que quand même... Alors, chargement. En fait, il n'y a pas tant de choix de ça que de choix. Hein. Donc, assister au cours de... En gros, là, on va choisir. Tout à l'heure, avec Zina, on a choisi musique et c'était très bien. On va jouer au cours de musique. Et en gros, on prend une leçon d'histoire de la musique. Regardez ces jeux de mots de qualité. Je me demande ce que ça fait de porter des perruques. Nanana. Excusez-moi, je surveille l'heure. Et en gros, selon les choix qu'on va faire, on va pouvoir augmenter notre charisme, notre intelligence, notre beauté, je crois. Enfin, je sais plus c'est quoi les caractéristiques de notre Foot Boy Fun. Mais selon le charisme qu'on va avoir, le pigeon qu'on aime va pouvoir nous aimer en retour. Oui, parce que accepter une nana telle qu'elle est dans les Otome Games, ça fonctionne pas. C'est pas comme ça que ça marche. Elle doit s'adapter au regard masculin. Ça, c'était un des résultats de ma thèse aussi. De dire que dans ces jeux pour filles, en fait, la mécanique du choix fait que oui, c'est ça, le personnage féminin doit s'adapter, il est malléable et en gros, il change de personnalité pour pouvoir séduire quelqu'un. Ce qui, quand on y réfléchit, en termes de discours sur la relation, est quand même assez... pas terrible. Alors, deuxième jeu que j'adore. La vie. Tokimeki Memorial, ça je l'ai beaucoup streamé sur Twitch. Ah non, me dites pas qu'il marche pas. Ah non, c'est parce que j'ai mis pause. J'ai fait la présentation du personnage avant de venir. Dites-moi que tu marches. Possible que ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, je suis dégoûtée. Ça fonctionne pas. Bon bah tant pis. Je pense qu'on peut quand même faire vite fait le...
Excusez-moi pour la promotion des copies, des co-trucs. Désolée. Du coup, hop, on va retourner dans le téléchargement. On va aller dans... Il est où l'émulateur? Alors, Tokimeki, la fantrad, enfin, oui, c'est une fantrad en anglais. Du coup, en gros, il n'a jamais été traduit officiellement en anglais, ni en français d'ailleurs. Ce qui fait que je suis obligée, de passer par un émulateur pour pouvoir le trouver. Et c'est celle-là. C'est dommage, j'aurais bien voulu qu'on fasse ça un peu plus vite. J'avais préparé le jeu et tout, mais au final... voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Dégoûté. C'est très japonais. Oui, on s'en fout. Les bruits, c'est une erreur. Ok, ça c'est mon nom. Oui, ça c'est mon nom. Ça aussi c'est mon nom. Alors souvent on doit mettre sa date de naissance parce que selon la date de naissance, bon, on va dire qu'on est né en octobre, le 18, selon la date de naissance, je suis balance. Il y a des événements, les personnages vont nous souhaiter un bon anniversaire et s'ils nous aiment suffisamment, c'était ça l'objet que je voulais absolument avec le professeur, si les personnages nous aiment suffisamment, ils nous offrent un cadeau. J'ai jamais eu mon sac avec mon professeur. Dégoûté. Un des grands regrets de ma vie. Alors, comment on prononce mon... Je sais rien, moi. Allez, hop, on va mettre Li. Non, Li. Ouais. Comment est-ce qu'on prononce ton nom? Lo. Confirm your name, yes. Je voulais absolument vous montrer l'intro parce que là, pour le coup, on est sur du jeu qui a été vraiment très développé. On peut jouer pendant des heures à Tokimeki. On arrive dans une ville japonaise, Abataki City, c'est toujours la même, c'est magnifique, c'est une ville, ça rappelle vraiment certaines villes du Japon, il y a tout, il y a la mer, il y a la montagne, il y a un lycée, et voilà, c'est l'essentiel. Il y a un parc d'attractions aussi, et là, l'héroïne revient dans la ville où elle a grandi. C'est parti. Elle se balade, elle tombe sur une église. On est au Japon, normal. Il y a des églises. Franchement, c'est pas ce que j'ai croisé le plus au Japon, personnellement. Mais il y a une église et là, un beau jeune homme apparaît. Et on peut le toucher. Regardez. Oh, c'est vrai que dans Tokimeki, ils sont les animations sur les yeux et tout. Attention. À la faute. Laisse-moi te toucher. Ah, voilà. Excusez-moi. Voilà, ça c'était la fonction skinship. Et donc, en vrai, on peut les toucher. Et c'est assez rigolo parce que là, c'est la scène d'intro, donc quoi que je fasse, ça va lui plaire. C'est bien, parce qu'on vient de se rencontrer, c'est pour ça. Après, quand on commence à se connaître, on ne peut pas le toucher n'importe où. Si on le touche sur le nez alors qu'on n'a pas suffisamment de jauge d'affection, parce que l'affection se mesure en jauge, évidemment, ça ne fonctionne pas. Oh non, je suis tellement désolée, j'étais juste en train d'essayer de retrouver mon chemin. Mais pourquoi tu t'excuses? Parce que tu fais partie du comité de l'église? Non, je pouvais pas non plus trouver mon chemin. Alors lui, il vient d'ici. Ah oui, c'est ça, son truc, il se perd tout le temps. Il est trop beau. Franchement, on l'adorait. Oh non. Allez, zappe un peu. Regardez comme il est beau. Oui. Et là, il m'a raccompagné chez moi. C'est sympa quand même. Hein. Oui, mais comment tu savais que j'habitais ici? Très très bonne question, merci. Comment? Bah je sais pas. C'est juste un stalker professionnel. Mais ça... Attends, je croyais que tu t'avais dit que tu savais pas comment rentrer chez toi. Eh ben, je m'en souviens maintenant. On est dans l'absurde. Mais c'est ça qui est terrible avec ces jeux, c'est qu'il y a toujours des scènes de l'absurde. Alors parce que vraiment, celui-ci ne se veut pas être une parodie. Et pourtant, même sans être une parodie, c'est tellement facile d'y jouer avec du second degré.
Alors, est-ce que c'est nécessaire? Oui. Alors, ensuite, on a un truc, là. Ah, je ne l'ai pas joué, donc forcément. Et là, on a une histoire, comme quoi, il y a une gamine, elle était avec 2 enfants quand elle était plus jeune, etc. Mais je voulais surtout vous montrer le skinship. Je ne pense pas que je puisse vous montrer beaucoup de choses dans le temps qui nous est imparti. Mais finalement, vous voyez, la narration, là, on est dans le passé, elle est assez... Enfin, c'est ce que je vous disais, il y a très peu d'interaction. Quand je joue, je ne fais que cliquer sur des points et d'avoir des successions d'images. Alors, vous remarquez quand même que esthétiquement, ça se tient, hein, quand on pense que c'est un jeu qui a été fait au début des années 2000. Le graphisme est très correct, c'est joli, il y a peu d'animation, mais finalement, l'épuration est plutôt pas mal. Mais Tokimeki, c'est déjà des belles productions. Donc voilà, je suis dans ma chambre, j'ai rêvé de 2 garçons que j'ai connus quand j'étais petite, à l'école. Et vous en doutez bien, l'un des 2, c'est le jeune homme que je viens de rencontrer. Donc là, en gros, on nous dit ce qu'il faut faire, etc. On a un petit calendrier, on a les caractéristiques classiques d'une lycéenne. Alors, comme tout lycéen japonais, il faut faire bien attention à son stress, parce que s'il monte trop, je crois qu'on n'est plus capable de faire quelque chose. On a des semaines de burn-out dans ce jeu. Non, mais vraiment. Je crois qu'une fois, si le stress est à 100, on ne peut plus rien contrôler pendant 1 semaine et on voit une petite image du personnage dans son lit avec de la fièvre et tout. Très cliché japonais pour le coup. Alors, on peut changer ses vêtements, mais je crois que j'ai pas de vêtements. On va à l'école, etc., etc. Voilà. Ça, je vous le montrerai vraiment vite fait. Après, ce que je peux vous montrer d'autre, enfin, c'est le jeu de ma vie. Clairement, j'ai fait une thèse dessus. Et c'est Amour sucré. Oh mon Dieu, un cadeau qui vole! Oh, je suis trop contente. Regardez ça, il faut que je l'attrape et je vais avoir un cadeau. Oh, trop bien! Alors, c'est hyper rare. Vous venez d'assister à un moment exceptionnel. Vous avez vu un cadeau qui vole sur Amour sucré. Trop bien. Je suis trop contente pour vous. Alors, je vais faire un petit replay d'épisode. J'avais dit que je ferais la plage. Je vais quand même vous montrer les personnages avant. Alors, mes amoureux, ils sont où? Mes rencontres. On est sur Tinder. Rien que le vocabulaire « mes rencontres », il est merveilleux. Donc ça, c'est Nathaniel. C'est délégué du lycée, très sérieux, le blond. Il est très... délégué du lycée, très sérieux. Je ne sais pas comment il est verso, parce que vraiment, il est bien trop sérieux pour être verso. Je suis verso. Premier de la classe, évidemment, etc., etc. Ensuite, on a Castiel. Castiel, c'est le bad boy. Castiel, c'est une légende pour les joueuses d'Amour sucré à l'époque. Castiel, c'est l'amour de ma vie de quand j'avais 30 ans. J'étais quand même encore 30 ans. Non, il est lion, normal. C'est le bad boy, il fait de la musique, il a les cheveux rouges, il joue de la guitare, il parle mal, bref, il sèche les cours, il est émancipé. Non, là, vraiment, ils ont chargé hein, sur le truc. Ça, c'est Lysandre, look victorien, un petit peu mystérieux, il parle pas beaucoup, il est dans la lune, il perd toujours des trucs, il faut toujours courir dans le lycée pour lui retrouver des trucs. Armin, lui, c'est le geek. C'est un autre stéréotype. Il adore les jeux vidéo. La plupart des choix pour valider de l'affection avec Armin, c'est de répondre sur les références des jeux vidéo qu'il connaît. Si vous jouez aux jeux vidéo, Armin va vous aimer. Quentin, c'est l'ami d'enfance. Alors lui, c'est génial. Il a été à l'école militaire, il ressemblait à rien. Et en 3 jours, il a pris 40 cm, 10 kilos de muscles, devenu beau gosse. Et poum, vraiment, mais alors pour le coup, c'est ça aussi, en termes de parodie, on est sur du bon, là. Alors, mes épisodes, à quoi on va jouer? J'ai dit que j'allais jouer à la plage. Je vais vous amener à la plage, ça tombe bien, ça me manque. Mais c'est où la plage? C'est le 9. Ah, il faut que j'achète un replay. Obtenir des replays. Mais j'en ai plein des replays, pourquoi tu ne fais pas les jouer? Oh, me dites pas que je suis encore en train de jouer un épisode. Non, pourquoi je ne peux pas jouer un épisode? Tu n'as pas d'épisode en cours. Bah alors? Alors je suis en replay libre en ce moment? L'histoire principale, mes spin-offs. Sinon je vais sur un spin-off, hein, c'est pas grave. Hein. Le but c'est juste de voir comment ça fonctionne. Maintenant on va continuer celui-là.
Alors, est-ce que vous avez vu mon toast sur mon avatar? Il est beau, hein? Ça c'est pareil, c'est un truc hyper rare. J'adore mon toast. J'ai commencé à trier le linge propre du linge sale. Même le cours de Monsieur Farès pourrait passer plus vite que cette corvée. Donc on est pareil, truc à choix. Une te couleur colorée, j'arrive pas à croire que j'ai laissé par terre. Avec le soutien de Rosa, Armin m'avait aidé à la confectionner. Alors dans cette partie du scénario, on est déjà sorti avec Armin. Armin est notre petit ami. Voilà, donc là on commence. Vous voyez les jauges d'affection sur les côtés, c'est ça qui permet de mesurer si les gens nous aiment. Et voilà mon petit ami. Est-ce qu'il est pas beau? Avec son super t-shirt là. Non franchement, moi je l'aimais bien lui. C'était mon deuxième préféré. C'est comme demander au pape s'il est catholique. D'habitude, il a préféré faire compliqué au lieu de répondre simplement. Ça, c'est Alexis, c'est le frère d'Armin. Il est très gentil aussi, ils sont jumeaux. Ça me paraît évident, pas vous? Si, sûrement, c'est vrai. Ah, tu t'es pas marché dessus, par mon crétin de frère. Ce n'est pas parce qu'il est socialement inapte que tu dois le conforter. Lui marcher dessus, ta Violette, je plaisantais, pas la peine désagréable. Depuis son arrestation, leur relation semble s'envenimer. Ah oui, parce que mon petit ami, c'est un pirate aussi. C'est un pirate informatique. Et apparemment, il avait... Ah oui, parce qu'ils sont adoptés également. Oh là là, il y en a des plots. Et il avait piraté un truc sur des fichiers, il s'était fait arrêter, machin, etc. Oh là là, ça y est, je me souviens. Bref, je m'étais promis de ne plus intervenir entre eux, et du coup, c'est la pauvre petite Violette qui en fait les frais. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ouch! Armin voulait juste faire de l'humour. Violette est déçue d'être polie en demandant si tu aimais les comics. A, B, C, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une préférence ici? Bah B alors. Pas la peine d'être aussi dur. À quoi tu pensais? Ah mince, regardez, j'ai perdu de l'affection avec Alexis. J'ai perdu 5%. Dommage. Après, c'est pas Alexis, mon petit ami, je m'en fiche. C'est ça qui était bien aussi dans Amour sucré. Vous voyez un petit peu les personnages. Vous voyez déjà que la qualité est beaucoup. C'est pas pareil. Hein. Mais ça, c'est les nouveaux. Ça a changé. Maintenant, c'est animé et tout. C'est beau. Laissez-moi finir. Bon, au final, cet épisode n'est pas très intéressant. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Mon appart. Là, j'ai ma commode. J'ai mon placard. J'ai gagné plein de vêtements. On a des mini-jeux pour gagner des PA, on a tout un tas de trucs. Mais je pense que je vous ai montré un petit peu l'essentiel de ce qu'on a à savoir pour comprendre un petit peu comment fonctionne le jeu de romance. C'est un jeu qui a été fait en épisodes. Il y a eu beaucoup d'épisodes et au final, ça s'est terminé avec le baiser. Et après, on a aussi une scène, il me semble qu'on a eu une scène érotique, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, il ne se passait rien, il y avait juste la lumière qui s'éteint dans la chambre. Et de la description. Comme je vous disais, c'était vraiment fait pour, comment dire, vraiment faire marcher l'imagination de la joueuse, lui proposer une description et lui proposer du fantasme. Et au final, on va revenir un petit peu sur la thématique. À quoi sert l'humour là-dedans? Je pense qu'on a pas mal rigolé. Essayons de réfléchir. Comme je vous le disais, je pense que moi, c'est une de mes théories aujourd'hui, c'est que l'humour est un prétexte pour que... Parce qu'on ne peut toujours pas aujourd'hui, c'est toujours compliqué, je pense que ça se fait beaucoup plus qu'avant, mais c'est toujours compliqué d'assumer, vendre, produire et consommer vendre et consommer de la romance. Et on a besoin de quelque chose en plus pour l'assumer, que ce soit à la fois pour les consommateurs, les personnes de l'industrie qui la produisent. Il y a cette idée que ça ne fonctionne pas tout seul. C'est pas que ça ne fonctionne pas tout seul, ça fonctionne très bien tout seul. Mais il faut un petit truc en plus, et l'humour, ça fait partie de ces choses en plus qui vont nous permettre de l'assumer. Un petit peu comme ces étudiants à Sciences Po assumaient de regarder Hélène et les garçons parce qu'ils étaient dans un club de parodie, et parce qu'ils avaient cette excuse de dire « on ne se prend pas au sérieux », pour pouvoir regarder Hélène et les garçons. Alors qu'au final, ces personnes-là devenaient fans d'Hélène et les garçons. Et c'est la même chose pour Amour sucré. On a le prétexte de faire une thèse pour jouer à Amour sucré, mais au final, on aime jouer à Amour sucré. Enfin, moi je l'assume, hein, mais comme vous l'avez vu.
Et c'est exactement ce que disait, ça je crois que c'était la personne qui était chargée de l'acquisition à Amour Sucré qui me disait oui, mais en même temps, tu vois, c'est pas un type de jeu qui incite les gens à vraiment s'intéresser. Et même toi, quand tu crois pas au jeu, quand t'es pas fan de style, bah tu le prends toi-même à la dérision quand tu le présentes. Et c'est vrai que chez Bimove, il y avait un petit peu ce discours, bon bah on est des gars, on a décidé de faire un jeu d'amour, voyez, on n'est pas... et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Ma Bimbo, c'est que Ma Bimbo, c'est un jeu pour filles qui a été créé par des hommes, ça qui est un petit peu problématique aussi, qui sont clairement tapé un délire en soirée, quoi. Enfin, c'est ma théorie, hein, c'est pas forcément vrai. Mais en effet, enfin, c'est quelque chose sur ce lequel ils se sont dit, bah ça c'est drôle, ça va être drôle, on va le créer pour que ce soit drôle, parce que de toute façon, nous, on n'est pas légitime pour créer un jeu pour filles. Et c'est pareil, il y a cette question du second degré qui revient également chez les joueuses, quand elles y jouent, qui me disent, oui, bah... oui, on le prend pas vraiment au sérieux, c'est fait pour rigoler. Et clairement, moi, quand j'ai streamé ce type de jeu sur Twitch, c'était que, enfin, on faisait que rire, on rigolait tout le temps. Alors que finalement, on parle de, moi, c'est ce dont je me suis rendu compte, on parle de productions culturelles qui vont proposer des schémas relationnels qui peuvent être pris au sérieux, parce que les médias construisent la réalité. On est d'accord là-dessus, on peut ou pas, on verra ça plus tard. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai pris dans ma thèse, en tout cas. C'est-à-dire que les médias construisent la réalité dans le même temps que la réalité construit les médias. Et au final, ces représentations de la romance, vous l'avez vu, des archétypes qui sont parfois réducteurs. Pour moi, le plus gros problème dans les jeux de romance et dans la narration de la comédie romantique, en fait, c'est vraiment que la joueuse doit s'adapter. Vous avez vu les choix. Si tu ne réponds pas ce que tu veux, si tu réponds un petit peu comme toi, tu as envie d'être, bah, tu as une chance sur 3 de te planter avec le gars que tu veux avoir. Donc si tu as envie de séduire quelqu'un, il faut que tu changes. En gros, c'est le gros discours du jeu de romance, en tout cas pour les filles, parce que pour les garçons, on est sur des dynamiques qui ne sont pas pareilles. Il y avait quelqu'un qui l'avait, Emily Taylor, avait fait une recherche là-dessus qui était hyper intéressante. Et c'est pour ça qu'au final, ce second degré, il est un petit peu, il est parfois indispensable pour pouvoir jouer, parce que sinon, mais en fait, on panique. Enfin, comme je vous dis, de voir que la romance avec le professeur et une jeune fille mineure dans Tokimeki est totalement assumée, elle est totalement fantasmée, vraiment. Et pour le coup, je me souviens que le professeur, c'est l'un des personnages qui a le plus de succès dans Tokimeki. Alors que très sincèrement, voilà, de base, elle est problématique. La fille est mineure avec quelqu'un qui a une position, déjà il est majeur, c'est son professeur, il a une position d'autorité et donc d'ascendant sur elle. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas normales, et si on n'y joue pas au second degré, en fait, on n'y joue pas, tout simplement. Donc, comme on a envie de se divertir et de rigoler aussi un peu quand même, la fonction humoristique, finalement, va nous permettre d'assumer un peu la romance. Parce que le souci de la romance, aussi, c'est dans ce type de production, et je pense que sans doute certains d'entre vous ont assisté à d'autres cours de cinéma, c'est que la construction de la romance dans nos sociétés européennes et nord-américaines est problématique. Et problématique notamment à cause de ce type de produits, de production culturelle. Et ça a été énormément reproché à Amour Sucré déjà de n'avoir, vous l'avez vu, hein, quasiment, oui, que des romances hétérosexuelles. Alors il y a d'autres types de jeux qui se focalisent sur des romances homosexuelles, mais qui sont en général produites par des femmes dans d'autres contextes. C'est encore un autre sujet qui est assez compliqué à étudier. Et là, la New Gen d'Amour Sucré, le dernier jeu, je sais qu'ils ont proposé du coup des romances déjà dans le premier. Non, mais le deuxième, il était encore problématique aussi. Je me souviens, il y avait un titre trop bizarre. Là, ils proposent des personnages de couleur, ils proposent des personnages féminins qu'on peut romancer. Il y a eu d'autres jeux comme... pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble, hein. Il y a eu d'autres jeux comme un exemple que j'aime beaucoup, qui a voulu sortir un petit peu de
de ces clichés de la romance où c'est toujours une nana qui doit s'adapter dans une romance hétérosexuelle avec des mecs qui sont canons, qui sont tous musclés, qui ont à 17 ans, qui ont des muscles comme ça, qui normal non plus. C'était Dream Daddy et il était très chouette ce jeu aussi, qui est une production d'un studio indépendant où on incarne un père de famille qui veut trouver un autre papa pour sa fille et qui donc proposait d'autres choses. Alors, il y a eu quelques soucis aussi sur celui-là. J'accepte les cookies, pas de souci. Est-ce que je peux voir une image un peu mieux, s'il vous plaît? Non. Je suis sur un wiki. Ah, voilà, c'était beau. Voilà. Et finalement, on rigole quand on voit un cheval qui a la tête d'un prince, mais l'image que je vous ai montrée du Cabedon, même ces jeux humoristiques, ils vont reprendre toujours tous ces codes d'avoir une femme soumise, d'avoir voilà, le fantasme qui vient de la violence dans la relation, le fantasme vient de la toxicité dans la relation. Je vous parlais de Castiel tout à l'heure, mais clairement, c'est le pire. Et ce qui était intéressant, et ce que j'ai beaucoup aimé dans mon travail, c'est d'entendre les filles me dire oui, Castiel, c'est mon préféré. Je trouve qu'avec lui, on rigole, je m'amuse, j'aime bien son répondant, machin, etc. Et elles me disent, enfin, il y en a beaucoup qui m'ont dit, par contre, dans la vraie vie, c'est niette. Pardon, excuse-moi. Lui, j'en veux pas. Parce qu'elles se rendent compte, et ça c'est vraiment, pour le coup, c'était génial dans ce travail de thèse, c'est qu'elles se rendent compte, même à 12 ans, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qui leur est présenté. Et finalement, Amour sucré, là je dévie un petit peu, mais ça a été pour ces jeunes filles, ce que j'avais vu dans ma thèse, un espace. Et c'est le rôle de la romance aussi, hein. C'est d'être un espace pour des femmes, pour pouvoir discuter entre elles de sujets qui les intéressent, de sujets comme j'étais sur le forum des problèmes de cœur avant de vous montrer le jeu là, je l'avais montré à Zina, de sujets qui les intéressent, de problèmes de cœur, de sexualité, de leurs premiers émois, de pourquoi elles se sentent comme ça quand elles rencontrent un garçon, de leur crush, etc., sans que leurs paroles soient jugées par une parole masculine qui va intervenir et auprès de laquelle elles ne peuvent pas s'exprimer comme elles le voudraient. Et Janice Radway l'avait déjà fait dans Reading the Romance, son ouvrage sur les lectrices d'Arlequin dans les années 80, où vraiment elle montrait que ces jeux sont un espace nécessaire pour ces femmes-là. Un espace safe dans lequel on peut échanger et finalement questionner qu'est-ce que c'est que la relation. C'était hyper intéressant. Et ça se voit encore aujourd'hui sans doute sur des lives TikTok, sur des forums. Les forums, je ne sais pas trop, mais je sais que ça fonctionne encore sur d'autres plateformes où on a vraiment besoin de ces espaces où on peut discuter. Et j'ignore si ces espaces existent pour les hommes, mais franchement, je leur souhaite. Et ils devraient les faire. Quoi d'autre ? Voilà. Et je pense que là, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute et d'avoir bien rigolé avec moi.